Bonjour. Pour l'analyse d'aujourd'hui, on plonge vraiment la tête la première dans un esprit au bord de l'implosion. Notre source, c'est un long extrait audio de Crime et châtiment de Dostoïevski. On se retrouve aux côtés de Raskolnikov, juste après qu'il a commis un meurtre. Il est fiévreux, il est en plein délire. Et pour ne rien arranger, sa mère et sa sœur débarquent à Saint-Pétersbourg. Notre mission, ce n'est pas tant de résumer l'intrigue que de décortiquer la tension psychologique, les duels verbaux, toutes ces idées qui s'entrechoquent. C'est une excellente façon de voir les choses. Raskolnikov, il a voulu s'isoler du monde par son crime, se mettre au-dessus de la morale, quoi. Mais ce que cet extrait montre, c'est que le monde refuse de le laisser tranquille. Il revient en force. Et chaque interaction est une nouvelle brèche dans sa forteresse mentale. C'est exactement ça. Alors, commençons par le premier point de friction. Les retrouvailles familiales. Ça devrait être un moment de joie, mais ça tourne immédiatement au drame. Raskolnikov, presque délirant, accueille sa mère, Pulchérie, et sa sœur, Dounia, avec une froideur brutale. Et il leur impose un ultimatum. Oui, cet ultimatum, c'est un moment clé. Son message est très clair. Dounia doit rompre ses fiançailles avec un certain Lougine, sinon il ne la considérera plus comme sa sœur. Il dit « c'est Lougine ou moi ». Ce qui est fascinant ici, c'est que sa réaction, ça n'a rien d'une simple inquiétude de frère, non. Ah non, pas du tout. C'est directement lié à son propre crime. Il se voit comme un homme déchu, un misérable, et il ne peut pas supporter l'idée que sa sœur se sacrifie pour lui. Parce qu'il perçoit ce mariage comme une bassesse, une sorte de prostitution déguisée. Et exactement, c'est comme si la pureté de sa sœur devenait un miroir insupportable de sa propre chute. Et au milieu de ce chaos familial, un personnage haut en couleur débarque, Razumikine, l'ami de Raskolnikov. Ah, lui. Il est dévoué, protecteur, mais aussi complètement ivre, ce qui donne des scènes presque comiques. Razumikine, il est essentiel. C'est un contrepoint parfait. Raskolnikov est muré dans son tourment, coupé des autres. Et Razumikine, lui, il est tout en action, en émotion débordante. Il représente une forme de chaleur humaine, simple, directe, que Raskolnikov a totalement perdue. Tout à fait. Même ivre, sa loyauté est totale. On le voit haranguer la mère et la sœur, leur promettre de veiller sur Raskolnikov. Il organise la venue du médecin, Zosimov. Et il va même jusqu'à s'agenouiller en pleine rue pour baiser les mains de Dounia. Il est excessif, mais profondément humain. Le lendemain, d'ailleurs, il se réveille avec une honte terrible de son comportement, ce qui ajoute une autre couche à son personnage. Oui, ça le rend encore plus attachant, en fait. Mais la tension monte encore d'un cran avec l'arrivée d'une lettre, celle du fameux fiancé, Lougine. Et c'est un document assez révélateur. Absolument. La lettre est un chef-d'œuvre de condescendance et de manipulation. Lougine exige que Raskolnikov ne soit pas présent lors de sa visite. Il menace de partir si sa demande n'est pas respectée. Voilà, et surtout il glisse une calomnie. Il prétend avoir vu Raskolnikov donner tout l'argent de sa mère à, je cite, une jeune femme connue pour sa mauvaise conduite. Sonia. Sonia, bien sûr. C'est une attaque directe. Le but, c'est de discréditer Raskolnikov et d'isoler Dounia. La lettre, elle révèle la vraie nature de Lougine, un homme petit, vaniteux et qui veut tout contrôler. Et c'est cette situation explosive qui nous mène au cœur de l'extrait. La visite chez le juge d'instruction Porfiri Petrovitch, le deuxième grand assaut. Oui. Raskolnikov y va sous le prétexte de récupérer des objets qu'il avait mis en gage chez la vieille femme qu'il a tuée. Et là, on bascule du drame familial au thriller psychologique. Le duel entre Raskolnikov et Porfiri, c'est la pièce maîtresse de cet extrait. Porfiri n'est pas un enquêteur ordinaire. Non, c'est un psychologue redoutable. C'est ça, il n'accuse jamais directement. Il tisse une toile, des questions en apparence anodines, des digressions, des flatteries, et il a un angle d'attaque parfait. Il sait que Raskolnikov a écrit un article de journal sur la psychologie du crime, et il va l'utiliser comme point de départ pour le sonder. Alors, déballons un peu cette théorie. C'est assez radical. Raskolnikov y expose l'idée qu'il existerait deux catégories d'êtres humains. Oui, les ordinaires d'un côté, qui sont conservateurs et obéissent à la loi, Et de l'autre, les extraordinaires, les Solon, les Mahomet, les Napoléon. et ces derniers, parce qu'ils apportent une parole nouvelle, auraient un droit intérieur, un droit moral de transgresser la loi. Et même de verser le sang, si c'est nécessaire à la réalisation de leur idée. C'est ça. Et Porfiri, avec une fausse naïveté, va pousser Raskolnikov à exposer et à défendre cette idéologie. Ce n'est plus un débat académique à ce stade. Pas du tout. Porfiri le force à verbaliser la justification même de son crime.
Le dialogue devient un jeu du chat et de la souris. Le point culminant, c'est cette question faussement admirative de Porphyrie. En composant votre article, n'est-il pas infiniment probable que vous vous considériez vous-même comme un de ces hommes extraordinaires? Le piège se referme. Mais le piège le plus brillant, c'est sans doute la question sur les peintres. C'est d'une subtilité diabolique. Ah oui, expliquez-nous ça. Alors, Porphyrie demande à Raskolnikov s'il n'a pas vu 2 peintres au 2e étage en montant chez la vieille femme. C'est un piège parfait, Pourquoi? parce que Raskolnikov est venu la voir 2 jours avant le meurtre. Or, les peintres, eux, ils travaillaient le jour du meurtre. Ah d'accord, donc s'il répond oui, S'il répond oui pour paraître crédible, il admet être venu le jour du crime. c'est génial. Et Raskolnikov, malgré son état, il perçoit le piège. Il répond non et il ajoute même un détail vrai pour se couvrir. Donc il gagnait la manche. Il gagne la manche. Mais il a compris. Il a compris que Porphyrie le soupçonne. Le jeu est révélé. Et la tension ne s'arrête pas là. En sortant, une autre confrontation l'attend, bien plus directe et étrange. Oui. Un homme surgit de nulle part, le suit et lui murmure un seul mot à la figure. Assassin. Ce moment est un basculement. Jusqu'ici, la menace était psychologique, intellectuelle. Là, elle devient réelle, concrète, presque spectrale. La culpabilité de Raskolnikov, qui était confinée à son esprit, est projetée dans le monde extérieur, prononcée par un inconnu. Qui est-il? Comment sait-il? Ça le pousse au bord de l'effondrement. Et cet effondrement se manifeste par un cauchemar absolument terrifiant, où il tente à nouveau de tuer la vieille usurière avec sa hache. Mais elle ne meurt pas. Au lieu de ça, elle rit, silencieusement. Et toute la maison se remplit de chuchotements et de rires. Ce rêve, c'est la révélation de son impuissance. Son acte, qu'il voulait être une transgression napoléonienne, se révèle futile, grotesque. Il n'a même plus le pouvoir de tuer son propre fantôme. C'est ça. La violence se retourne contre lui sous forme de ridicule. Et l'extrait se termine alors qu'il se réveille de ce cauchemar, pour trouver un inconnu, bien réel cette fois, assis au pied de son lit. Un homme qui le fixe en silence et qui se présente, Arkad Ivanovitch Svidrigaïlov. Un nouveau joueur entre en scène. Et probablement pas le moins dangereux. Alors, qu'en retenir de cette plongée intense? On a un personnage qui est déchiré, écrasé par les conséquences de son acte, de sa philosophie, Oui, il est pris en étau. Entre l'amour de sa famille, qu'il repousse, et la loyauté de son ami qu'il ne supporte plus. et le filet de l'enquête qui se resserre. Et ça nous laisse avec une question bien plus profonde que de savoir s'il sera arrêté. Tout à fait. La théorie de Raskolnikov, elle donne aux hommes extraordinaires le droit de tuer. Mais ce que c'est extrémé en lumière, c'est que la vraie punition, ce n'est pas la prison. C'est le tourment psychologique. C'est l'isolement absolu, c'est la désintégration de sa propre humanité qui le ronge de l'intérieur. Ce qui laisse une pensée assez provocante en suspens. Peut-on vraiment décider d'être un Napoléon, de supprimer une vermine pour un bien supérieur sans se détruire soi-même? Que se passe-t-il quand une grande idée, aussi brillante soit-elle sur le papier, se heurte à la réalité insoutenable de la conscience humaine?